Louise Lecavalier est une figure emblématique de la danse contemporaine, tant sur la scène québécoise qu'internationale. Active dans la création et l'interprétation de son art depuis plus de 30 ans, elle suscite toujours fascination et respect. Elle dédia 18 ans de sa carrière à la troupe La 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 Human Steps, dirigée par Édouard Locke. Grâce à une condition physique qu'elle a rendue exceptionnelle, elle a su repousser les limites de son corps, forçant ainsi l'admiration des chorégraphes autant que du public. De grandes vedettes comme David Bowie et Frank Zappa ont fait appel à elle pour leurs spectacles, à la suite de cinéastes et de metteurs en scène qui ont aussi été séduits par sa technique athlétique et sa virtuosité. Pas étonnant que son parcours soit souligné par d'importantes distinctions en danse, ici comme ailleurs. Tout récemment, elle recevait le prix de la danse de Montréal remis pour la première fois et était nommée personnalité chorégraphique de l'année par le syndicat professionnel français de la critique. Elle se raconte à Aline Apostolska. La première question est toujours nom, prénom, date et lieu de naissance. Ok. Nom, prénom, ça va, je pense. Parfois, des gens ont des pseudonymes, mais là, bon. Pas encore. Je suis née au siècle passé, au mois d'octobre, 3 octobre. Mon chiffre préféré, un de mes chiffres préférés. Lieu de naissance. Je suis née à Montréal, en fait, mais j'ai été élevée à la campagne. C'est étrange, le micro. J'ai été élevée à la campagne à Sainte-Dorothée, qui était la campagne à ce moment-là, qui n'est plus tout à fait maintenant. En fait, c'est Laval. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des questions policières? Non, pas celle-là, c'est la première question. C'est bon. Qui étaient vos parents? Vous dites que vous étiez, à l'époque, c'était la campagne, donc votre environnement familial et votre environnement immédiat, c'était quoi? Ma mère était enseignante dans une école primaire, justement, à Sainte-Dorothée. Mon père était menuisier. Quoi d'autre? J'avais 3 frères. Oui, est-ce que vous étiez seule? Une fille, 3 garçons chez moi. J'étais la plus vieille de la famille. Votre maman est enseignante en maternelle? Pas maternelle, au primaire. De 1 à 6, elle a fait toutes les années à peu près. Quelle est sa part d'influence, justement, dans votre scolarité ou, C'est une femme très, très intelligente, très travaillante, très, très, très généreuse. Donc, ça m'a donné peut-être une façon de faire les choses ou difficilement imaginer que quelqu'un ferait les choses pour moi. J'ai vu cette femme très forte s'occuper bien de sa famille en même temps qu'elle enseignait. Un père peut-être plus absent, qui faisait très, très bien son travail de menuisier, mais moins présent dans la famille. En fait, pas du tout présent. Donc, c'était une femme qui s'occupait de nous bien, de façon très neutre, très simple. Je dirais pas trop mère, finalement. Est-ce que c'est les années 60 au Québec? Ce sont des années, c'est votre enfance, votre enfance, c'est la fin des années 60, jusqu'à la fin des années 60. Ce sont des années absolument cruciales où se prépare déjà ce que va devenir justement le Québec des années 70, avec l'explosion notamment de la danse contemporaine, surtout dans les années 70, mais ça commence déjà dans les années 60 avec une affirmation des femmes, oui. Et puis de la créativité féminine qui s'affirme à partir des années 60, la littérature, oui. Le cinéma, la musique, mais aussi, bon, c'est pas encore Nouvelle Ère, mais c'est déjà la Place Royale. Donc, tout ça est autour. Quelle est cette part? Est-ce que, en vivant un peu à l'écart de Montréal, vous aviez déjà des échos de tout ça à travers votre mère? Non, plus ou moins. Il n'y avait pas beaucoup. On ne parlait pas d'art tellement chez moi. Il y avait la politique. J'étais un petit peu politisée. En fait, je ne suis plus du tout maintenant. Je n'ai pas le temps. Mais dans les années 60, 70, il y avait René Lévesque et tous ces mouvements-là qui m'ont intéressée parce que ça a intéressé ma mère surtout. Mais les arts, pas du tout. Il n'y a pas de musique chez moi, pas de danse. C'est vraiment plus les trucs avec la tête. Mais alors justement, si vous pensez à la petite Louise que vous étiez, qui était-elle? Quelles étaient ses activités et ses matières préférées? Et à quoi se destinait-elle quand elle était petite? C'est pas si clair, parce que j'étais extrêmement timide. Tout le primaire, j'essayais toujours qu'on ne me voit pas, finalement. Mais je pense que j'étais bonne en classe. J'étais bonne en mathématiques, certainement. J'ai un esprit mathématique
à la base, peut-être. Après, j'ai travaillé beaucoup autre chose. Ça, c'est le cerveau gauche, je crois, esprit mathématique. Puis après, j'ai travaillé le reste, finalement, avec les arts. Mais je ne savais pas, j'étais tout le temps jeune. J'ai commencé l'école à 4 ans, donc j'étais toujours 2 ans plus jeune que les autres élèves de la classe. Pourquoi à 4 ans? Je ne sais pas, ma mère ne se rappelle pas très bien pourquoi elle m'a envoyée à l'école à 4 ans. Peut-être parce qu'il y avait des petits frères qui arrivaient en arrière, puis que c'était bien de m'envoyer à l'école à 4 ans. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé apprendre. J'aimais toujours apprendre. J'étais très timide, très réservée, mais j'aimais apprendre. J'étais très curieuse. Je peux me voir un peu comme ça. Quand je suis arrivée au secondaire, j'ai changé d'école. Je suis venue dans une école privée à Montréal. Puis là, ça a été vraiment une école de filles. Là, c'était un lieu plus propice à ce que ma personnalité se développe. J'étais très timide dans une école avec les garçons-filles, les gens qui connaissaient mes parents, parce que c'est un petit village. Alors, tout le monde sait, ah, c'est la fille du prof. Donc, c'était pas complètement incognito. Quand je suis arrivée à Montréal dans une école de gens assez privilégiés, finalement, j'étais la petite bombe, la fille d'un menuisier, puis ça me plaisait vraiment beaucoup d'avoir un petit rôle très simple, que personne ne pensait, c'est la fille d'un prof, d'une enseignante. Alors, j'étais... Plutôt la fille du menuisier. Oui, puis ça m'a vraiment plu. Quand je suis arrivée au secondaire, il y a eu un prof, une fille géniale, qui était la vedette de toute l'école, qui était prof de gym, puis qui montait des équipes de handball, de volleyball, une équipe de gymnastique, puis une équipe d'athlétisme. Puis je me suis inscrite à l'athlétisme et en gymnastique. Puis là, j'étais très surprise de voir que j'avais un petit potentiel là-dedans. Des dispositions. Oui, je voyais des gens faire quelque chose qui me semblait extraordinaire, puis j'essayais, puis je pouvais faire certaines choses, des trucs de souplesse. Tout à coup, j'ai réalisé que je courais vite. Mais alors, à quel moment est-ce que précisément et consciemment arrive l'univers de la danse? Je pense qu'il se développait beaucoup alentour dans la société, surtout que si vous êtes revenu à Montréal, ça c'est le début des années, la moitié des années 70. Oui. Et puis, c'est vraiment l'explosion de la danse contemporaine qui commence à s'installer beaucoup à Montréal avec l'émergence de cette génération qui est toujours là et puis qui a fondé la danse contemporaine. Et vous, à quel moment êtes-vous rentré en contact conscient avec ça? Au Cégep Bois-de-Boulogne, il y avait un professeur qui s'appelait Louise Boudreau maintenant, Louise Boudreau, qui était une ancienne danseuse des Grands Ballets canadiens qui avait dansé par la suite avec le groupe Nouvelle Air. Puis elle enseignait le soir au Cégep Bois-de-Boulogne. Je me suis inscrite à son cours. Puis je lui ai parlé de quelque chose que j'ai vu à la télé qui était un Bhakti, une pièce de Béjart. J'avais beaucoup aimé, j'ai vu ça à la télé, j'en ai parlé. Où ça se situe par rapport à la danse classique, cette pièce? Puis elle m'a dit, c'est ce qu'on appelle à peu près de la danse contemporaine. Je ne sais pas exactement les mots qu'elle a pu dire. J'ai dit, bon, est-ce qu'il y a ça à Montréal? Est-ce qu'on peut trouver ça? Puis elle m'a dit, il y a le groupe Nouvelle Air. Fait que là, j'ai appelé, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis allée prendre des cours le soir. Mais Nouvelle Air, c'est encore, ça a été créé en 75-76, donc c'était encore le tout début. Et racontez-moi alors, qui avez-vous trouvé là et comment se passait l'enseignement? C'était Martine Époque. Martine Hogg aussi. Avant Nouvelle Air, il y a eu Pointe-et-Pieds-Nus. Oui. En fait, Louise Latreille, qui était la directrice de Pointe-et-Pieds-Nus, qui était une fille de Montréal, qui avait étudié avec Béjart, justement, en Europe. Elle est revenue, avait fondé sa petite compagnie. Puis moi, je devais rentrer à l'université, puis ils m'ont donné un workshop. Ils m'ont invité à un atelier l'été, 3 semaines intensives. Je suis allée, puis il y avait besoin d'une danseuse pour remplacer quelqu'un de la compagnie. Ils m'ont pris l'été. Après, ils m'ont offert de danser avec eux l'année d'après. J'ai dit non, je vais à l'université. Mais finalement, j'ai laissé tomber l'université, puis j'ai changé d'avis, puis je suis allée danser avec Pointe-et-Pieds-Nus 1 an. Mais l'année d'après, il y a Nouvelle Air qui m'ont invité à danser avec eux. Puis là, je me suis jointe à cette compagnie. Mais donc, en fait, les gens ont reconnu assez rapidement, si vous reconnaissiez peut-être pas dedans, on a reconnu quand même très rapidement des prédispositions exceptionnelles. C'était vraiment, cette époque-là, Nouvelle Air et Pointe-et-Pieds-Nus. Aujourd'hui, quand vous y pensez, qu'est-ce que vous y avez appris? J'ai appris ce que j'aimais pas. Ah, en fait, j'ai appris la discipline de prendre des cours tous les jours puis de m'améliorer, mais ça, je voulais avoir ça, puis j'avais accès à ça, c'était formidable. C'était une grande chance de travailler et avec Pointe-et-Pieds-Nus et ensuite avec Nouvelle Air, où il y avait beaucoup de chorégraphes, parce que j'ai pu me rendre compte, étonnamment, assez vite, malgré mon caractère assez réservé et tout ça, mais de choses que je pouvais avoir beaucoup de plaisir à apprendre à faire, apprendre la technique, à réussir à faire quelque chose qui me semblait techniquement impossible ou difficile. Mais après, je réalisais que je n'ai pas vraiment envie de danser ça. J'aime beaucoup le faire en studio, j'aime beaucoup me défier moi-même, mais les styles ne m'intéressaient pas. J'étais surprise moi-même de me rendre compte que
j'étais déçue de ce que je présentais sur scène. Il y avait des pièces qui ne me décevaient pas, mais ça, ces pièces-là, je ne les dansais pas. Il y avait le travail d'Édouard à Nouvelle-Ère, qui me plaisait vraiment beaucoup. Oui. Mais ça, il reprenait ses anciens danseurs. Parce que moi, je n'étais pas là à la création. Puis, il était minutieux là-dessus. Il voulait reprendre les mêmes gens qui avaient dansé la pièce à l'origine. Donc, je pouvais voir les gens les danser. Puis ça, j'aimais beaucoup, beaucoup. Mais je ne pouvais pas me voir le danser. J'aimais tellement que ça me semblait inapprochable. Mais ça me plaisait. Lui, par contre, il vous voyait le danser. Bien, pas forcément pendant que j'étais à Nouvelle-Ère, parce qu'il prenait ses anciens danseurs, mais par la suite, il m'a appelé plus tard. Alors là, c'est ça, c'est un tournant qui est important et qui est en fait 1981. C'est que dans le, je sais tout, de toute façon, je sais absolument tout. Non, mais 1981, c'est ça, c'est que vous apprêtez en fait à partir à New York. Oui, parce que c'est cette première bourse que vous avez. Oui. On parlera des bourses et de l'apprentissage, de l'importance de l'apprentissage constant chez vous, parce que comme votre mère, vous aussi, vous n'avez cessé d'apprendre. Et encore aujourd'hui, et d'enseigner, etc. On va parler de ça plus tard. Mais là, c'est la première des bourses que vous avez. Vous vous apprêtez à partir à New York, et en fait, Édouard Locke vous propose, lui aussi, qui venait aussi de Nouvelle-Ère et de sa compagnie, vous propose de danser Orange. Donc ça, c'est vraiment un moment extrêmement marquant. Oui. Comment ça s'est passé? Je ne savais pas que ce serait si marquant parce que ça s'est passé d'une façon très simple, en fait. Il m'a téléphoné, je ne sais pas comment il m'a trouvé quelque part, parce qu'à ce moment-là, j'habitais un peu chez tout le monde. Mais il m'a trouvé, je me souviens, avec qui j'habitais à ce moment-là. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il cherchait une danseuse pour un projet qui s'appelait Orange, finalement. Mais je l'ai répété beaucoup de fois, cette phrase-là, mais c'est parce que c'est vrai. J'ai pensé qu'il avait appelé toutes les danseuses de Montréal, puis que tout le monde avait dit non, parce que c'était l'été, personne n'est là, puis là, il reste juste moi, et il m'appelle moi. Donc, il n'a pas vraiment envie que ce soit moi, mais il m'appelle parce qu'il n'y a plus d'autre choix. Fait que je dis, d'accord, par politesse. On s'est donné un rendez-vous, peut-être quelques jours plus tard, dans un café. Évidemment, les choses qui m'effraient, je me suis arrangée pour ne pas être là. On va être là 2 heures en retard. Puis comme il était en retard lui aussi, peut-être 1h50, il est arrivé 10 minutes avant moi, donc on s'est trouvés. Donc en fait, c'était un rendez-vous bien timé. Oui, fait que c'était parfait. Il ne s'est pas senti mal, il a eu l'impression d'être en avance, ce qui est très rare. Puis moi, je suis surprise de le trouver là. Finalement, j'étais assez relaxe, parce que j'étais sûre que je ne le verrais pas. Donc ça s'est bien passé. J'ai travaillé avec lui peut-être 6 mois, peut-être 6 mois avant de présenter Orange. Une façon de travailler très étrange pour moi. Au début, je sortais d'une compagnie où est-ce que les choses sont assez réglementées. On a une classe à 9h, à 10h30, on arrête, 15 minutes de pause, on travaille telle pièce, puis dîner, on retravaille. Mais il y avait quelque chose de routinier là-dedans que je n'aimais pas trop, par contre. Puis là, j'arrive avec Édouard qui me dit, bon, on travaille à 1h. Pas payé, on n'en parle même pas de salaire. Donc, c'est bien, je gagne ma vie en enseignant le matin. J'enseigne à Pointe-et-Pieds-Nus, déjà. Puis, on se trouve à 1h, mais sauf que j'arrive à 1h, il n'est pas là. Peut-être que j'attends pendant 2 heures. Ah, il arrive à 2h, 3h15. Là, il me donne quelques pas. Il part. Je vois personne d'autre. Fait que je travaille mes pas, mais après un bout de temps, j'ai 5 secondes de mouvement. Fait que je peux le répéter 1 heure de temps ou 2, puis finalement, je pars. Bon, beaucoup de périodes comme ça pendant 6 mois, où est-ce que j'ai l'impression que finalement, il a changé d'idée, mais qu'il ne me l'a pas dit, donc il travaille avec moi un peu pour pas que je me rende compte que ça va pas. Puis finalement, je me suis retrouvée dans le spectacle un peu par surprise, parce que les dernières semaines, je lui ai donné la chance de me dire qu'il ne me voulait pas, mais il m'a dit « Mais non, tu vas être dans le spectacle, vous êtes seulement 3. » Pour vous, Nouvelle-Ère a vraiment Pointe-et-Pieds-Nus et Nouvelle-Ère, bon, on le dit beaucoup, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment ce qui a fondé la danse contemporaine au Québec? Je ne suis pas très bonne historienne, mais je pense que ça a été très important, le groupe Nouvelle-Ère et le groupe Non, pas du point de vue de l'histoire, du point de vue du mouvement, du point de vue de la danse. Mais est-ce qu'il y avait oui, vraiment ça a été quelque important. chose qui était comme une spécificité, une singularité? Mais je pense que oui, au niveau du mouvement, mais au niveau de la tête aussi. Les gens, par exemple, moi, j'ai plus connu les gens de Nouvelle-Ère que les gens de Place Royale, quoique j'avais une grande admiration pour les danseurs de Place Royale. Moi, ce qui m'a vraiment plu de cette compagnie-là, avant que j'y sois surtout, après, c'était pas pareil, mais les gens qui étaient là à la base, c'était Ginette Lorrain, Daniel Tardif, Paul-André Fortier, Hiro Tembec, Édouard, j'en oublie là, mais des danseurs, certains très doués, tous, France Bruyère, tous très bons, très bons danseurs, mais il y avait autre chose que ça. C'était des gens qui venaient de toutes sortes de milieux, de disciplines. Il y avait
une pensée propre à chacun d'eux. C'était pas une espèce de gang d'outils avec quoi on peut monter des pièces, mais qui n'est pas trop de tête au-dessus de ça. C'est des gens intelligents, intéressants, qui avaient quelque chose à dire. Fait que, dans ce sens-là, je pense que ça a influencé beaucoup ce qui a pu se passer par la suite, parce que ces gens-là ont commencé leurs choses individuellement. Il y avait Daniel Léveillé qui traînait toujours par là aussi, Manon Levac, c'est des gens très intéressants. Daniel Soulière, c'est des gens qui ont formé tout ce qui a suivi après. Donc, je pense que c'était un noyau très important. Après 81, alors, on dirait que vous voyez pas encore avec des dispositions exceptionnelles, mais Édouard Locke les voit. Mais lui-même, on reconnaît chez lui des dispositions exceptionnelles pour la chorégraphie, même si lui a l'air de traiter ça comme ça, mais il se retrouve rapidement à la Kitchen de New York, dès le départ, quand même. Mais selon moi, c'était clair qu'Édouard Locke avait un potentiel de chorégraphe très particulier, qui était très intéressant et très différent de tout ce qui se faisait d'autre. Pourtant, je n'avais pas vu tant de choses encore à ce moment-là. Mais je savais que ce que je voyais, les pièces que j'ai vues de lui, avant même qu'il soit connu par le grand public, tout ça, je savais qu'il y avait quelque chose d'unique. J'allais à New York tout le temps prendre des ateliers, des workshops, puis je voyais plein d'autres gens qui dansaient très bien, il y avait des choses intéressantes, mais il y avait quelque chose de très particulier. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était, justement, ce quelque chose de particulier? C'est difficile. Si vous deviez l'expliquer, c'est quoi? Bien, si je pense à ses premières pièces, c'est même tellement différent de ce que ça a été par la suite. Moi, qui n'avais pas tant vu de performance à ce moment-là, il y avait quelque chose dans les pièces d'Édouard qui était empreint d'une espèce de tristesse, de nostalgie qu'il laissait passer dans ses pièces, mais qui n'était jamais surjouée. C'était, en général, en danse contemporaine et en danse classique, on surjouait les émotions. Peut-être moins les New-Yorkais là, qui faisaient plus les trucs de performance, mais c'était tout le temps un peu trop joué, trop dramatique. Si on pense à Béjart, par exemple, c'était hyper théâtral. La danse contemporaine était souvent très théâtrale. Puis Édouard, il n'y avait pas de théâtralité. Les danseurs se présentaient sur scène en marchant d'une façon très quotidienne. Ils arrivaient sur scène. Puis là, quand ils se mettaient à bouger, il y avait pas tellement de gestes de main à ce moment-là, mais des mouvements qui pouvaient venir du style Limon. Mais c'était pas vraiment... Rien n'était pris à quelque chose d'autre, mais on pouvait voir des ressemblances. Mais je chantais toujours la personne derrière, même pas derrière, en avant de la chorégraphie. Je voyais Daniel Tardif qui danse, Ginette Lorrain, je voyais les vraies personnes, Solange Paquette, je les voyais qui ils sont. Puis ça me faisait m'intéresser à eux, à elles, les personnages qui étaient sur scène, les personnes. Il y avait une humanité qui pouvait ressortir d'eux parce qu'ils se comportaient normalement. Ils faisaient des pas de danse, puis là, ça devenait encore plus spectaculaire qu'ils puissent faire des mouvements comme ça parce qu'ils étaient des êtres humains comme moi qui n'étais pas la danseuse, moi, Louise, qui marche sur la rue, comme dans la foule. Puis ça, je ne voyais pas ça ailleurs. Parce que même dans les performeurs new-yorkais, il y a beaucoup... on se donne un genre, un style, on revendique quelque chose. Édouard, il y a une espèce de pureté là-dedans qui n'était pas revendicatrice. C'était juste montrer la beauté des êtres. C'est pour ça que je l'ai vu comme quelqu'un d'extrêmement généreux au début. Bien, pas seulement au début, mais c'est la première chose qui m'a frappée. Je disais, il faut être extrêmement généreux pour voir les qualités des gens et les montrer comme ça. Les montrer sous leur plus beau jour. Est-ce que dès le début, il parlait beaucoup ou pas du tout? Comme vous disiez, pas du tout. En fait, il s'en allait? Il parlait pas, non. Il parlait pas. Ça m'arrangeait bien. Oui, mais en même temps, ça vous a embêté au début. Vous vous demandiez qu'est-ce que... Ah non, mais j'avais peur de ce qu'il aurait dit, donc j'aimais mieux qu'il ne dise rien. C'est préférable. Mais non, j'aime beaucoup et il a toujours été comme ça. J'ai tout le temps aimé travailler avec des gens qui ne parlent pas trop, surtout les chorégraphes. Je peux parler avec les danseurs avec qui je travaille. Mais si on essaie de tellement m'expliquer ce qu'on veut me faire danser, là, mon cerveau, il devient gros comme ça. Puis là, je dis, il n'y a pas moyen d'être si précis, si articulé déjà avec les mots. Comment je vais la traduire, là, ça devient un grand casse-tête. Mais si on ne me dit rien, on me donne juste une intuition, une impulsion de départ, là, tout est possible. Et est-ce que vous aimez vous souvenir de ça aujourd'hui, là, de vous poser ces questions-là? Ça vous fait quoi? Ça vous fait plaisir d'y repenser? Oui, parce que même la difficulté, je détestais pas cette difficulté. C'était tellement moi de ne pas me sentir bien dans les choses que ça faisait pas... J'aspirais pas à devenir quelqu'un de complètement confiant. D'une certaine façon, oui, je voulais m'améliorer, je voulais le faire mieux, mais
le défi me plaisait beaucoup plus que le fait d'atteindre quelque chose. Donc, je regarde pas ça en arrière en me disant « Oh mon Dieu, j'étais misérable à ce moment-là. » Non, parce que j'étais assez heureuse d'avoir quelque chose à faire qui me donnait tellement de difficultés, finalement. Quand j'ai approché le travail d'Édouard au début, ça faisait 3 ou 4 ans, peut-être 3 ans que je dansais avec Pointe-Épineux et Nouvelle-Air, où j'essayais tellement de placer mon corps dans des formes pour devenir une vraie danseuse, finalement. Puis là, tout à coup, je travaillais avec Édouard, mais il fallait que je défasse tout ça. C'était un peu, ouais, OK, ça me faisait un peu rire, puis en même temps peur. Il faut que je recommence à zéro, il faut que j'efface tout. Puis là, j'allais travailler des fois dans des parcs pour comprendre. Parce que lui, il faisait des mouvements, par exemple, il faisait des trucs avec les doigts. Mais lui, c'était une grande échalote. Il était mince, 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 des longues mains, des longs bras, des longues jambes. Alors, quand il faisait un mouvement, moi, je voyais 1000 mouvements dans son mouvement. Je voyais son œil qui tombe un peu, l'œil qui vire un peu en arrière. Je voyais tous les détails. Fait que je voulais pas juste copier ça, je voulais sentir tout. Donc, c'était laborieux, c'était long. C'est pour ça que j'étais mauvaise, finalement, parce que ça devenait tellement minutieux que ça devenait carré, finalement. Ça m'a pris longtemps avant de vivre avec ça. Ben, c'est l'approprier. Exactement. Ça m'a pris longtemps. Mais je ne regrette pas de ne pas me l'approprier vite parce que quand on prend trop vite, parfois, on manque tous les détails qui font la beauté d'une chose. C'est avant tout Louise Le Cavalier. Oui, parce que je pensais, puis je vivais autre chose en dehors des studios aussi, puis il fallait que ça colle ensemble pour moi. Ça ne pouvait pas longtemps rester décollé. Je ne pouvais pas rester la danseuse qui fait des pas, puis les pas n'ont pas de sens avec ma vie, avec comment je discute avec les gens, avec comment je vis avec des étrangers dans le métro, dans un taxi, ou quand je fais du pouce. Il fallait que tout ça, ça soit lié. Donc, pour ça que je ne pouvais pas longtemps danser des chorégraphies qui n'avaient pas un vrai sens pour moi. C'est pas qu'elles étaient pas bonnes pour le public, pas bonnes pour les autres danseurs et nécessairement une mauvaise création. C'était peut-être tout bien pour d'autres, mais c'était pas pour moi. En fait, j'allais vous poser une question et c'est exactement celle-ci. Comment est-ce que le processus de création a changé au cours de ce... Mettons, dans ces décennies des années 80, là, les glorieuses 80, non pas que les 90 ont été moins glorieuses, mais en tout cas, restons sur celle-là. Vous avez dit tout à l'heure, ces pièces du début étaient très différentes. Mais quelle est cette évolution qui s'est passée? Est-ce que vous aviez plus d'implication? Comment vous travaillez avec Je me suis impliquée sans m'en rendre compte, finalement. Plus je suis devenue naturelle, j'ai commencé à dire, bon, il faut répéter plus, il faut mettre des horaires, il faut pousser plus loin quelque chose qui pouvait sembler être correct comme ça. Je disais, on va aller plus loin, plus loin. J'aimais approfondir, prendre plus de chance avec le mouvement, mais je ne suis pas quelqu'un de si audacieuse que ça. Je ne me lance pas dans les airs, dans le vide, comme on pourrait penser, sans préparer mes arrières un peu. Là. J'y vais vraiment étape par étape, étape par étape. Je dis, OK, on recommence, peut-être je peux sauter un peu plus loin. Puis il y avait une espèce de motivation. On se motivait entre nous. Il y avait Claude Godin, Marc Bellan et moi. On se poussait vraiment l'un l'autre. Si je voyais les deux gars danser ensemble, ça me plaisait beaucoup ce qu'ils faisaient. Des fois, ils faisaient des choses de façon plus forte parce que c'était deux gars, ils étaient plus costauds. Puis j'avais pas envie d'être en reste, en arrière. Alors moi aussi, j'essaie de travailler plus fort, plus musculaire. Oui. Pas être la petite fille légère à côté. Puis là, je commençais à faire des push-ups. Je voyais que j'étais capable de faire un seul push-up. Oh, honte. Alors, j'ai fait 2. Un jour, j'ai fait 3. Après ça, j'ai fait 20. Puis finalement, plus je développais mon corps, plus je disais, mais je peux faire plus de choses. Mais ça venait tout naturellement. C'était pas tellement calculé à l'avance. C'était dans l'enthousiasme de vraiment avoir du plaisir à travailler ensemble. Édouard n'était pas toujours là. Puis ça, c'était super parce que il venait, il donnait un peu de matériel. Lui, il ne montrait jamais la façon de le faire. Il ne disait pas, il faut le faire liquide et souple il a gardé comme lui. Ça. Lui, il était toujours souple et liquide, il ne peut pas être autrement. Bien, à peu près pas. Mais nous, plus on travaillait, plus on devenait musclé. On n'a pas besoin d'aller dans un gym faire du training, mais à force de répéter une vrille où tu tombes par terre, ça, c'est un push-up à chaque fois. Tu te relèves debout, c'est presque un truc d'armée, où tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Ça demande beaucoup de force, puis graduellement, paf, tu as des abdominaux. Tu as des cuisses parce que tu sautes tout le temps, parce que quelqu'un passe en dessous de toi, il faut que tu sautes vraiment haut. Fait que c'était tout des jeux, puis c'est un travail, mais dans le jeu, toujours. Fait qu'on est devenu plus costaud. Lui, il nous donnait des mouvements, vous ferez comme ça, à peu près. Bien, quand même, on voyait le style, là, tout était clair. Mais nous, on le faisait, on gagnait de la vitesse, on se défiait l'un l'autre. Édouard revenait, ben là, il rajoutait d'autres choses. Il rajoutait des couches et des couches. C'est comme si on se motivait l'un l'autre, mais sans savoir vraiment qu'on faisait ça.
On va regarder un extrait de Human Sex, oui. qui est le premier extrait que vous avez choisi. Puis alors là, des muscles, vous en avez déjà beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était rendu à Human Sex. Oui, Oh, il y en mais avait. quand même, quand je regarde depuis le début, il s'est passé 4 ans. Bon, 4 ans, on a le temps de se muscler, c'est sûr, mais, Mais je me et ça rappelle- ne manque pas de fluidité pour autant, mais il y a Mais cette vitesse c'était aussi ça le extraordinaire. défi, de garder la fluidité alors qu'on devenait de plus en plus solide finalement. Mais on voulait garder, moi j'aimais toujours le côté liquide d'Édouard. Je disais, il ne faut pas perdre ça, parce que là, ça ne m'intéressera plus. Mais on voit déjà bon, ce qui va devenir une de vos signatures, donc cette fameuse vrille qu'on voit à plusieurs reprises, et puis aussi cette rapidité. Moi, je sais que j'avais parlé avec Édouard Locke de ça, et il m'avait dit que, en fait, les choses étaient extrêmement précises et lentes, donc, et surtout extrêmement précises, minutieuses, mais qu'ensuite on mettait, j'ai toujours retenu ce qu'il m'a dit, il m'a dit ensuite on met le vent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette structure de mouvement, mais une fois qu'on met le vent, ben, c'est comme si on mettait l'accéléré, en fait. Mais ça se fait très, très, très lentement et précisément. Ah, au début, oui, oui, il faut. Quand on voit le résultat, tel qu'on va le regarder là, et puis tel qu'on va le voir par la suite, parce que ça devient une signature. On dit c'est la signature d'Édouard Locke, mais vous, ce que vous nous dites là, c'est que c'est aussi comment vous avez participé à ça, parce que vous faisiez de l'entraînement, parce que, bon, les choses arrivent. Est-ce que le corps, finalement, vous emmène quelque part tout seul? Je pense que oui, oui. Mais le corps est toujours lié avec la tête, là. C'est rare Oui. que c'est complètement... ça peut pas être vraiment Normalement. séparé. Oui, c'est ça. Mais un pousse l'autre, puis le corps amène beaucoup d'informations. L'information ne vient pas juste du cerveau. Le corps amène d'autres informations au cerveau. Donc, ça devient lié. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut être attentif à ce que dit au mouvement du chorégraphe, mais là, en fait, vous avez surtout été, parce que c'est aussi la manière de travailler d'Édouard Locke, qu'il a laissé cet espace-là, Oui. un peu comme votre mère, vous laissez aussi de l'espace pour faire les choses, mais attentive à votre propre corps et votre propre mouvement. Oui, il faut pas... Finalement, j'étais au début trop attentive à Édouard. Au début, quand j'en parlais, j'étais tellement attentive que je n'étais plus capable de danser. J'observais des milliers de détails de son corps, puis je n'étais pas capable de reproduire tout ça parfaitement, évidemment. Donc, ça me rendait toute carrée puis malhabile. Il a fallu que j'abandonne un peu puis que je sois à l'écoute de moi-même aussi pour mélanger suffisamment l'information qui venait de lui puis quelque chose qui venait naturellement de moi et finalement des autres danseurs aussi. Alors, on va regarder l'extrait de Human Sex. Hi. Do you come here often? There goes my heart. On a cette musculature comme ça juste parce qu'on a appris à faire des mouvements de manière ludique. Non, certainement pas. Il y a aussi, ça, c'est beaucoup de... Mais rendu à ce point-là, c'était en 85, Oui. ça. Mais là, il y avait un an de tournée en arrière de ça. Oui. D'ailleurs, je suis partie pour une tournée, mais ça, c'est une tournée de Businessman, le spectacle d'avant. Oui. Je suis partie avec des bras minces, puis je suis revenue après 2 mois de tournée avec des bras. Parce que 2 Ah mois oui. de temps à tomber puis rouler par terre, au début, j'avais pas la force de m'attraper, j'avais des bleus partout, parce que je me laissais tomber sur le sol, mais j'étais assez relax, que ça faisait pas mal. Mais après, j'ai appris à juste attraper avant de tomber. Comme ça, j'ai développé les muscles. Mais donc, les muscles se sont développés parce que c'est des heures de travail chaque jour, des heures. Où je parle des muscles parce qu'évidemment, ils permettent de faire des choses, mais en même temps, il y a avant tout cette gestuelle. Je voudrais reprendre une entrevue que j'avais faite avec vous, finalement, lors de votre retour. Je pense que ça devait être en 2003, quelque chose comme ça. Et puis ensuite arrive la tournée avec David Bowie et succède après l'autre tournée. La tournée d'adieu de Frank Zappa. Donc là, ça prend une dimension non seulement de spectacle rock, mais de rockstar, de tout ce milieu-là. Quels souvenirs vous en avez aujourd'hui? Des bons souvenirs des deux. Avec David Bowie, c'était vraiment plus, c'est vrai, là, ça faisait rock and roll, la vie de rockstar, que j'avais pas vraiment envie de vivre, mais c'était le fun d'y toucher un peu.
Mais je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire des gros shows. Il y avait tout le temps la recherche qui m'intéressait beaucoup, de retourner en studio puis de chercher une nouvelle danse. Puis c'était pas forcément là qu'on pouvait faire ça dans un spectacle d'une super méga vedette. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça m'a fait voir que justement, je voulais pas faire ça. C'est toujours intéressant de savoir jusqu'où tu veux pas aller ou quelle direction tu veux pas prendre. Mais pour moi, c'était comme un repos, un petit break, parce que ces spectacles de David, les gens l'aiment tellement. Les gens ne viennent pas là critiquer puis voir l'innovation. Certainement qu'ils ne venaient pas voir l'innovation en danse parce qu'ils ne savaient pas qu'il y en aurait. Mais c'est un public qui est presque vendu d'avance. Puis nous, on arrive là-dedans comme un cadeau, finalement. Un cadeau, il y a un petit plus sur scène, il y a un peu de danse. Fait que c'était plus reposant que tous les autres spectacles que j'ai faits avant. Mais ça vous a aussi donné, d'un seul coup, bon, une énorme notoriété internationale, j'ai dit tout à l'heure, connue au Québec et peut-être surtout plus encore à l'étranger, parce que c'est ça aussi, c'est aussi faire connaître la danse. C'est vrai. Qu'on disait, c'est le Québec à l'étranger, à cette dimension-là, il n'y en avait pas d'autres. Comment vous avez vécu, vous, justement, cette entrée dans l'extrême célébrité et la notoriété? Mais je l'ai un peu raté, finalement. Je me suis pas trop rendu compte parce que c'était quand même, il y a un petit stress à savoir est-ce que je serais dedans, je serais pas dedans le spectacle. Puis finalement, j'ai pas réalisé réellement ce que ça faisait, à quel point, mais je suis contente de le réaliser après coup, à quel point ça a permis à cette danse d'être vue. Parce que déjà, nous, comme petite compagnie, par rapport à David Bowie, on avait bougé beaucoup, on avait fait beaucoup de tournées, ça marchait très, très bien pour La La La. Fait que je me suis pas rendu compte qu'il y avait une si grande différence. Sauf qu'après coup, je réalise que des années après, on en parle encore beaucoup de ça. Donc, c'était vraiment important, finalement. Parce qu'il y a des gens qui nous ont vus à cause de ça. Ça élargit beaucoup, beaucoup le nombre de personnes qui ont pu voir le travail qu'on faisait. Bien sûr que c'est tout à fait exceptionnel, mais quand vous en parlez, on dirait presque qu'à la limite, vous vous en seriez passé. Mais je pense que oui. Mais je suis contente de l'avoir fait. C'est pas ça que je veux dire, mais j'en rêvais pas. Non, ça me rendait pas malade. Vous n'aviez pas l'impression d'être arrivé quelque part? Non, non. Ça fait pas partie de vos meilleurs souvenirs? C'est des bons souvenirs. Oui. Oui, parce que David Bowie est particulièrement charmant et beau. Et, non, c'était des bons souvenirs. Mais, surtout en 91. Mais pour la danse, c'est pas mes grands souvenirs de danse. Oui, je comprends. Puis Frank Zappa, c'était autre chose, vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup, mais j'ai rencontré une période de sa vie, on a travaillé ensemble, c'était 6 mois avant qu'il meure. Oui, oui, c'est sa dernière tournée. Oui. Je me sens très chanceuse d'avoir pu le rencontrer, chanceuse d'avoir dansé pour lui, finalement. Une fois, j'ai dansé pour lui avec Donald Weikert, pas pour le public, là, mais juste pour lui. Il voulait voir le duo qu'il aimait tant. Puis on dit, OK, on va te danser en plein après-midi, pas d'éclairage, juste sa musique, un duo d'Édouard. Puis ça, c'était un moment formidable, un moment que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'était un beau moment de danse, on l'a bien fait, je pense, sur une musique différente, sur G-Spot Tornado. Frank qui dit je veux voir un duo maintenant. Puis là, OK, on va danser quelque chose. Même si on est en train de travailler sur d'autres choses, on va faire ça sur cette musique. Puis ça, c'était un grand moment pour moi. Est-ce que c'est ça pour vous, un grand interprète? C'est effectivement le fait qu'il y ait 30 000 personnes ou qu'il y en ait 5 000 ou qu'il y ait juste Frank Zappa assis là? Il reste que quand vous rentrez dans la danse, il y a quelque chose qui vous dépasse. Oui, il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est vrai, oui. C'est les meilleures fois, mais parfois, il faut juste se battre. C'est pas toujours magique. Parfois, c'est magique en plein après-midi en studio parce que c'est magique à ce moment-là, avec l'autre, avec la lumière, avec la musique, avec la fatigue, la non-fatigue. Mais d'autres fois, sur scène, on voudrait que ce soit magique tout le temps, mais on ne peut pas juste se fier là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler. Puis des fois, c'est pas si magique pour nous, mais quelqu'un qui va regarder le spectacle va trouver le spectacle meilleur ce soir-là ou un soir où ça va être complètement magique pour moi. Je me pense très bien, puis peut-être c'est pas si bien que ça. Fait que c'est... oui, il y a quelque chose qui des fois nous dépasse, mais il ne faut pas compter là-dessus, parce que c'est pas forcément toujours là. Donc, on regarde un extrait de d'eux qui est aussi un extrait que vous avez choisi, vous nous direz pourquoi.
En 94, pour conclure toutes ces choses tout à fait exceptionnelles, vous décidez de repartir faire encore, justement, vous savez pas de quoi je 94, parle, mais moi non, je non. sais de quoi je parle, vous repartez faire une formation. Justement, en 1994, Ah oui, 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 vous oui. avez votre troisième bourse. On pourrait penser que quelqu'un qui a déjà cette notoriété internationale, qui fait plus de 200 villes de tournée, qui est, malgré tout ce que vous dites, mais quand même l'icône de La 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 Human Steps, qui a imprimé complètement sa marque personnelle dans beaucoup de choses, etc. Non, elle décide de partir à Los Angeles pour la troisième fois pour faire une formation, et en plus une formation particulière avec Milford Kemp, Ah oui. danseur et boxeur. Oui. Et, Mais je partais pas pour faire ça. ah oui? Vous voulez l'histoire? Je partais parce qu'en fait, j'avais demandé une bourse pour aller étudier la danse classique à Los Angeles parce que j'avais étudié souvent à New York, mais j'avais trouvé un professeur que j'aimais bien à Los Angeles, puis là, son nom ne me revient pas, ça me dérange, mais bref, je voulais aller travailler avec cette personne à Los Angeles parce que on faisait des trucs tellement intenses et musculaires. Je sortais d'infante à ce moment-là. J'avais envie de réapprendre quelque chose de plus doux pour le corps. Puis je m'étais dit, je vais aller refaire du ballet. Ma technique de ballet n'était pas fantastique. Donc, je voulais m'améliorer. Comme ça me donnait plus de possibilités pour la prochaine création. Je voulais pas que le chorégraphe soit limité avec moi. Ah ben Louise, elle ne peut faire qu'à peu près ça. Donc, j'ai dit, si je vais prendre des cours, je vais revenir un peu transformée, un peu nouvelle. Parce qu'effectivement, le chorégraphe, il change de danseur, mais moi, je restais toujours. Je disais, les nouveaux sont tout le temps très intéressants parce qu'ils sont nouveaux. Moi, je suis ancienne, donc il faut que je puisse l'intéresser avec quelque chose qui le surprenne un peu. Quelque chose de nouveau. Alors, j'avais demandé une bourse pour faire ça après infante, mais je me suis blessée quand j'ai fait infante. J'ai eu une grave blessure, donc ma hanche ne fonctionnait plus bien du tout. Alors, je suis partie quand même. J'ai hésité à partir. J'ai voulu retourner la bourse. Je me suis dit, non, je dois partir parce que je ne sais même plus si je peux danser encore ou si je vais redanser. Donc, je vais aller à Los Angeles voir si je peux prendre des cours, puis si j'y arrive. Évidemment, j'y arrivais pas du tout. J'arrivais même pas à prendre des cours de yoga, parce que ça demandait trop de souplesse, puis j'étais vraiment handicapée. Puis c'est en cherchant des cours, puis je me disais, j'ai eu un rôle pour un film à ce moment-là aussi, pendant que j'étais là, puis un film où je devais me battre avec quelqu'un. Ils assumaient, parce que je faisais de la danse comme ça, que je pouvais me battre, mais alors je savais pas me battre du tout. Puis là, j'ai observé un cours, dont un cours de boxe. Puis il y avait ce professeur-là, qui s'appelle Milford Kemp, qui était un danseur avant d'être un boxeur. Donc, il enseignait la boxe avec une approche qui sonnait complètement comme de la danse, sa façon d'en parler, le langage, tout ça. Puis j'ai trouvé un professeur extrêmement généreux, un très bon prof de boxe, et je détestais la boxe pourtant, mais je me suis inscrite à son cours. Puis là, ça m'a gardée dans une forme physique, même amené une forme encore supérieure à ce que j'avais, parce qu'il y a beaucoup de liens entre l'entraînement de la boxe et les exigences du travail qu'on faisait avec La La La. Donc, je me suis entraînée beaucoup en boxe avec lui. Des fois, je faisais 6 heures par jour. Je l'accompagnais dans ses autres cours, même je devenais son assistante. Donc, j'en faisais beaucoup, beaucoup. Puis, je suis revenue, alors, pour travailler avec La La La. Je n'étais pas certaine de revenir parce que je pensais que j'étais trop handicapée. Mais j'avais une forme physique tellement bonne. Finalement, je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Il m'a permis de redanser. Je me suis rendu compte que oui, la forme physique, c'était super. Je me défonçais pendant des heures à bouger. Mais l'athlétisme, la boxe comme telle ne me plaisait pas du tout. Je disais, je m'ennuie de la danse, il faut que je danse. Après 2,95, vous allez vous commencer à enseigner à partir de 98, mais comme on l'a vu, vous n'avez cessé de prendre des cours et des formations, et encore aujourd'hui. Quelle est votre relation justement à l'enseignement continu et permanent, vous comme personne qui apprend sans arrêt, et puis vous comme enseignante? Quelle est votre relation à l'enseignement? Ben, j'ai fait une trêve avec moi. C'est pas une paix, là, mais une trêve, parce que c'est difficile pour moi d'enseigner, parce que je me dis, oh, je sais pas ce que j'ai à montrer vraiment. Puis c'est pas de l'humilité, c'est que vraiment, je sais pas. Mais par contre, il y a une autre chose qui me dit, je peux prendre n'importe quel cours puis apprendre quelque chose. Alors, si je peux prendre n'importe quel cours et j'apprends quelque chose, pourquoi moi, je serais la seule personne qui va donner un cours où personne ne peut rien apprendre? Donc, je peux donner un cours. C'est un début de sagesse. Ah ouais. C'est un gros effort.
Vous donnez des classes de maître maintenant aussi à différents endroits et bien sûr que, enfin moi je trouve ça tout à fait normal que les gens veuillent prendre des classes avec vous et venir certainement apprendre énormément de choses avec vous. Est-ce que vous êtes devenu plus à l'aise avec ça avec le temps ou pas du tout? Mais quand je suis dedans, je suis à l'aise. Oui. Mais c'est avant. Quand on me demande, j'essaie toujours de dire non. J'y arrive souvent. Le 29 mai 1999, à Porto, vous arrêtez. La la la. Vous aviez pris cette décision avant. Oui. Là, c'est la dernière représentation de Exaucé Soul que vous faites. Oui, ça faisait déjà un moment que je voulais quitter la compagnie. Je pense que je ne voulais pas faire la dernière création. Oui. Mais c'était difficile pour moi de comprendre vraiment si je voulais plus la faire. Mais je sentais que peut-être je voulais m'en aller, mais c'était pas clair, précis. Je veux complètement quitter. Parce qu'il y avait aussi le fait que ça devenait une compagnie de ballet classique. Donc, est-ce que je me sens forcée à m'en aller ou je m'en vais parce que je sens que c'est plus ma place, mais que j'aurais aimé que ça soit autrement. Donc, c'était pas noir et blanc. Mais je sais qu'avant même la création de Salt, j'avais dit, Édouard, peut-être que je veux quitter. Ah, mais oui, je sais, la grande raison, c'est que ma blessure, la hanche, ça ne s'était pas amélioré. Donc, c'était difficile de danser. Je ne pouvais plus faire le même entraînement que les autres. Je me sentais tout le temps à part, qui n'est pas si terrible que ça d'être à part, mais quand tu es dans une compagnie, d'être tout le temps l'oiseau avec la patte cassée, c'est pas super sur le moral. Donc, je me disais, est-ce que je veux vraiment retourner là encore, me faire souffrir comme ça? Pas souffrir juste de la douleur physique, ça va, mais souffrir de ne pas pouvoir faire ce que tous les autres essaient de faire. Quand vous avez vu l'évolution de La La La, après ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais j'aimais toujours le matériel que je voyais Édouard créer sur les nouveaux interprètes. Puis il m'a donné des très belles danses que j'ai beaucoup aimé danser. D'ailleurs, je les reprends maintenant, ces danses-là, oui, dans mon nouveau spectacle. Alors, je me suis attachée au matériel qu'il m'a donné. J'ai essayé de quitter, je suis partie, mais non, j'ai voulu partir, mais finalement, je suis partie que 2 mois. Il a gagné que je lui dise que j'en revenais au bout de 2 mois, parce que je voulais partir en Europe 2 mois. Là, je suis revenue au bout de 2 mois. J'avais évidemment travaillé les petites choses que j'avais déjà apprises, mais travaillé, mémorisé. Finalement, je les ai dansées avec mon partenaire, qui était Rick Chia, un superbe danseur qui était quelques années chez La La La. Puis j'avais du plaisir à danser ça avec lui. D'ailleurs, j'avais proposé à Édouard, fais-moi un plan B. Fais ta grosse compagnie, La La La. Fais-moi un petit show à moi, Eric et peut-être un autre gars. Un petit show plan B, qu'on danse dans une plus petite salle. Tu fais les grosses salles. Puis nous, on est comme une île à travers. Mais il dit non, je veux dans la compagnie. Alors, je dis OK, je reste en compagnie. Puis j'ai fait 3 duos dans cette pièce. Mais j'avais vraiment plus le cœur à être là, finalement. Oui. C'est une grosse compagnie, il y avait beaucoup de monde, on tournait à 25 personnes, puis c'était complètement une autre mentalité. Alors là, c'est les années 2000, et puis bon, effectivement, vous partez en Europe, il y a toute cette... vous m'aviez dit, on a fait une longue entrevue à ce sujet déjà, vous partez à Paris, puis vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Il y a vraiment non seulement c'est un nouveau siècle, un nouveau millénaire, mais là, du coup, c'est aussi un nouveau millénaire pour vous aussi, puis c'est la quarantaine qui se profile, et cette question se pose obligatoirement pour un danseur. Parce que, justement, on dit qu'on s'arrête de danser à peu près vers la moitié de la quarantaine, mais vous, pas du tout. Vous, dans la quarantaine, vous commencez une toute autre nouvelle carrière, avec une autre énergie, une nouvelle hanche. Oh, pas tout de suite, ça a pris 5 ans encore. 5 ans plus tard, j'ai attendu. Mais la quarantaine, je ne l'ai pas vu arriver parce que j'étais dans l'avion quand ça s'est passé. Puis entre Montréal et Tokyo, alors je n'ai pas vu mes 40 ans. Non, mais quarantaine, ça dure 10 ans. Non, je sais. Mais après, comme ça, c'était mon état d'esprit. Donc, je n'ai pas pensé que j'avais 40 ans. Je n'ai pas pensé que je ne danserais plus. J'ai pas pensé... Alors, des fois, il ne faut pas penser ce qu'il faut penser. Parce que j'ai pas pensé, j'ai 40 ans, je ne danserai plus. J'ai pas pensé, je viens de quitter La La La, avec qui j'ai dansé pendant 18 ans, donc c'est fini. J'ai pas pensé, j'ai une hanche foutue, donc je ne danserai plus. Parce que je venais de danser plusieurs années avec une hanche foutue de toute façon. Alors j'ai pensé juste, je sais pas, mais je veux recommencer. Oui. Puis là, je suis très patiente et je suis un peu paresseuse parce que j'ai attendu 1 an de temps à Paris, mais j'étais bien, là. J'ai eu un prix, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un prix juste quand j'ai quitté La La La. J'ai eu le Chalmers. Et puis pas n'importe quoi. Une demi-année de salaire direct. Donc, je ne savais pas m'inquiéter. J'étais à Paris, peinard, avec quelques musiciens. Je vivais avec des musiciens. Puis, je me suis entraînée tout le temps. Donc, j'ai gardé la forme physique. Puis là, j'ai attendu que des projets arrivent.
J'ai toujours attendu que les projets arrivent, finalement. J'ai Qu'est-ce jamais que la couru après rien. maternité a changé finalement, elle qui est arrivée, Ah oui, c'est vrai. qui a changé? Je ne peux pas me mêler de votre vie privée, c'est pas du tout ça. Parce que c'est toujours une question qu'on pose en danseuse. Aujourd'hui, ça paraît plus normal finalement d'accompagner, même que les danseuses s'arrêtent. Elles ont des enfants jeunes et tout, mais quand même, il y a une certaine génération de danseuses, soit qui n'en avaient pas des enfants, Oui. soit qui les avaient tard, justement. Mais moi, je n'ai pas pensé avoir des enfants tard. Je ne me suis pas empêchée d'avoir des enfants parce que je voulais danser. C'est que je n'ai même pas pensé avoir des enfants. Tellement j'étais occupée à danser, ça me fascinait. Évidemment, j'ai pensé plutôt tard. Puis quand j'ai pensé, je disais, ah, mais j'adore les enfants. Je m'entendais bien avec les enfants quand il y en avait en tournée. Je disais, ah oui, mais là, j'aimerais bien avoir un enfant. Mais si j'en ai un, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Mais j'en ai eu 2. J'ai eu de la chance. Oui, et qu'est-ce que ça a changé dans le corps? Et je dirais même dans votre relation à la danse. Est-ce que ça a changé quelque chose forcément dans votre propre vécu du corps, et puis aussi dans ce que ça a exprimé finalement sur la scène? Oui, ça a changé beaucoup de choses. J'ai gagné beaucoup de respect pour mon corps après avoir eu 2 enfants. Parce que ça, j'étais impressionnée quand même. Beaucoup plus que d'avoir dansé 18 ans? Ça m'a beaucoup plus impressionnée. Waouh, j'ai fait quelque chose comme ça, moi, c'est très bien. Mais donc, beaucoup de respect pour le corps après. Mais ensuite, c'est sûr que ce qui est fantastique d'avoir des enfants, que moi, je ne peux pas dire bien, là, mais qui peut être dit 1000 fois par 1000 autres, c'est comme si, enfin, je touchais quelque chose, la vraie beauté que je cherchais toujours, que je cherchais avec la danse. J'avais des preuves concrètes, je la connaissais concrètement, tangiblement. Ça se touchait, la danse que je pourrais faire ou que je ferais, ça se touche jamais. Mais là, la beauté était touchable. Alors, autant j'ai pas dansé pendant les 9 mois où j'étais enceinte, où je n'ai pas dansé à partir de 3 premiers mois. Après, forcément, il fallait que je redanse. Parce que là, j'avais encore plus quelque chose à danser. Donc, 3 semaines après, j'étais chez Anne écrire une demande de bourse pour faire un projet. Les 2 bébés, mois d'août, il faisait chaud. Puis, il faut écrire une demande de bourse. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je dois danser. Je dois danser parce que là, j'ai 1000 fois plus de raisons de danser. Et donc, quand vous êtes revenu à partir de 2005, en fait, il y a eu justement un retour complètement improbable au départ, parce qu'on s'attendait à voir revenir la Louise Le Cavalier qu'on connaissait avec toute cette énergie très extériorisée. Alors, ce que vous dites, c'est que les choix de Ted Robinson, puis de Benoît Lachambre, que vous connaissiez déjà, donc vous l'avez retrouvé. En fait, c'était toute cette intériorisation du mouvement. C'est né de la naissance, d'une certaine façon. C'est né de la naissance de vos propres filles. Oui, et du hasard, parce que... Et de la blessure, et de... Bon. Oui, puis Ted qui a téléphoné chez moi pour travailler avec lui. En fait, je savais juste que je ne voulais pas refaire ce que j'avais fait chez La 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 avec qui que ce soit d'autre qu'Édouard. Parce que lui est le maître de ça. De toute façon, ce n'était pas possible. Ah ben non, j'envisageais de redanser ça parce que j'aimais encore et j'aime toujours. Mais je me disais, qui que ce soit m'appelle pour travailler dans une direction qui est du similé Édouard ou proche d'Édouard, ça ne m'intéresse pas. Si on vend aussi un truc, c'est gros, ça va être immense, puis on va mettre ton nom en gros sur l'affiche, ça, je veux pas. Je voulais un truc simple, humain, comme tout ce qui m'avait plu au début chez Édouard, finalement. J'avais peut-être une nostalgie des débuts. Parce que ça fait énormément de choses qui se sont passées entre 2003 avec Reclusive Conclusions and Other Duets, et puis le fameux Cobalt Rouge, le métal dans la hanche. Bon, et puis ensuite, on a enchaîné ces solos qui ont été faits pour vous par Crystal Pite et Benoît Lachambre, et puis le duo, magnifique duo. Et là, vous avez repris les tournées en Europe, au Japon, mais avec une autre signification de ce que signifie bouger. Pas bouger pour bouger, mais que le mouvement comme sorte de l'intérieur. Mais pour moi, c'est pas une autre signification du mouvement par rapport à... Pour moi, c'est juste une continuité de la recherche. Il n'y a pas de... Ça n'a pas changé. J'ai toujours voulu que le mouvement soit vrai, qu'il parte de l'intérieur.
J'aime qu'il y ait une stylisation aussi, mais avant la stylisation du mouvement, ce qui m'importe, c'est une vérité qui sorte dans le mouvement. Mais ça n'a pas changé entre ce que je faisais avant. L'apparence des choses a changé, mais le fond, je cherche toujours la même chose. Donc, on va regarder un extrait de Children, le dernier. C'est la dernière pièce dans laquelle on vous a vu, qui a été donc... c'est un duo créé par Nigel Charnock et qu'on vous a vu, en tout cas moi je l'ai vu l'année dernière au FTA. Et effectivement, il y a le Few Minutes of Locke, que vous avez repris certains des duos. Et maintenant, ça fait un spectacle qui, lui, est en tournée jusqu'en 2012, finalement. Alors, on regarde ce dernier extrait. C'est pas fini. Quand j'ai vu que vous aviez choisi cet extrait pour finir, je me suis dit, c'est magnifique, on dirait une conclusion. Parce que ce sont des parents qui, bon, sont des parents, mais en fait, ils voudraient eux-mêmes pouvoir d'abord vivre pour eux-mêmes, et puis on comprend quand on est parent. Mais en plus de ça, qui en fait ont besoin de retrouver comme une sorte de regard d'enfant. Et vous avez absolument tout pour être une figure maîtresse de la danse contemporaine québécoise, mais aussi internationale, mais vous cherchez constamment à garder votre regard d'enfant et d'apprentissage permanent. Mais c'est parce que je sais que c'est ça qui est le plus fun. Ben, Tout le plaisir est là. C'est plus ça se finit mal là-dedans, là, mais en fait, c'est plus le fun. Mais il y a une autre pièce après. Ah, il y a une autre pièce après. La toute dernière question, très rapidement. Est-ce que, justement, après cette longue carrière de 30 ans, mais surtout qui a commencé en même temps qu'à exploser, ou commencer la danse, pas exploser, commencer la danse contemporaine québécoise, est-ce que vous, quand vous définissez ou quand vous pensez à vous, vous pensez que vous faites partie de la danse contemporaine québécoise ou de la danse contemporaine en général? Comme je pense pas comme ça, mais si je devais penser comme Justement, vous pensez comment? Je me vois pas comme une figure de la danse contemporaine, mais c'est vrai que j'ai dansé longtemps, puis que je suis là, puis qu'on me connaît, mais je me vois beaucoup plus quotidiennement que ça. Alors, s'il faut parler dans ces termes-là, je me vois d'appartenance à la danse, donc c'est général, le monde entier est en ce sens-là. C'est pas juste québécois, mais par contre, moi, je suis une Québécoise, une fille de Montréal.
du plateau. Je suis ça aussi. Puis dans mon quotidien, je suis très simple. Donc, je ne me vois pas en ces termes-là. Mais merci infiniment, en tout cas, Louise. Le plaisir. Merci beaucoup.